parlons de la couleur. Je vais vous parler maintenant de la pigmentation du cheveu. Elle est contrôlée par quoi? Par l'unité de pigmentation qui se trouve à la base du follicule, au sommet de la papille dermique. Contrairement à la peau, ce sont des mélanocytes qui sont constitutivement actifs. La mélanogenèse n'est pas induite par les UV. D'ailleurs, les UV ne pénètrent pas à 4 mm. Même les UVA. Et donc, dans les livres, ce qu'on voyait jusqu'à présent, c'était la fameuse unité de pigmentation responsable de la pigmentation du cheveu. En fait, nous, on a découvert qu'il existe une deuxième population de mélanocytes. Une population de mélanocytes qui se trouve à la partie supérieure de la gaine externe, et ce sont des mélanocytes amélanotiques, qui ne synthétisent pas du mélanine. Ce sont des mélanocytes au repos. Contrairement à... Alors, on les voit très très bien, là, on les identifie par un marqueur, c'est une protéine du mélanosome. Donc, il y a des mélanosomes, mais il n'y a pas de mélanine. Donc on les voit très très bien ici, ils sont à la partie supérieure, mais n'expriment ni la tyrosinase ni TRP1, qui sont des enzymes de la mélanogenèse, qui sont très fortement exprimées au niveau de l'unité de pigmentation. Ce qui est intéressant, c'est que quand on suit les mélanocytes au cours du cycle, en anagène, bon, vous avez une unité de pigmentation qui est très puissante, etc. Catagène, elle a disparu. Il reste peut-être 2-3 mélanocytes qui se battent en duel, là, mais c'est tout. Par contre, je ne sais pas si vous les voyez ici, c'est les petits points marrons. Tous les mélanocytes, soit dans la partie supérieure, sont toujours là. En fait, c'est un réservoir de mélanocytes souches. D'accord ? On les voit très très bien ici dans une capsule télogène. Là, c'est un follicule télogène. Vous voyez les petits points marrons. Ça, ce sont les mélanocytes souches. Et là, c'est un cheveu néogène qui est en train de se reformer, là, follicule néogène. Vous voyez qu'il y a encore des mélanocytes dans la future partie supérieure, alors qu'il y en a qui ont migré pour redonner une unité de pigmentation. Et ça, on l'a montré de façon très précise ici, où les mélanocytes sont en rouge, en bleu, ça c'est de la microscopie confocale laser, hein, et en bleu, c'est les kératinocytes, et en vert, ce sont les cellules en prolifération. Alors, ce qu'on voit ici sur ce joli follicule néogène, alors vous regardez bien, parce que ça, vous n'en verrez nulle part ailleurs, hein, les follicules néogènes. On a mis au point une technique très particulière pour pouvoir les voir. Eh bien, on voit qu'il y a les mélanocytes, futurs mélanocytes souches qui sont là. Il y en a qui migrent pour atteindre la nouvelle unité de pigmentation. Mais, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça, c'est vraiment unique. De façon transitoire, ces mélanocytes sont autorisés à se multiplier. Ça, vous voyez des mélanocytes qui se multiplient. Je peux vous dire que dans le corps humain, vous pouvez chercher les mélanocytes qui se multiplient. Hein. Il n'y a que là. De façon transitoire, dans le follicule pileux qui se régénère. Et en fait, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle des transient amplifying cells. Ce sont des cellules qui s'amplifient de façon transitoire et c'est une signature de cellules souches. En fait, voilà ce qui se passe. Les cellules souches sortent de leur niche, se mettent à s'amplifier de façon transitoire pour redonner une unité de pigmentation. Et en fait, une fois que la taille est atteinte, l'unité s'arrête. Et voilà, une multiplication s'arrête et la mélanogenèse se met en route. Donc là, c'est la visualisation d'un comportement de cellules souches. Et donc on a résumé le fonctionnement des mélanocytes du follicule pileux de cette façon-là. On a publié ça en 2000, et soit dit en passant, c'était la première fois qu'on décrivait ce genre de choses. Et un an après, la même chose a été publiée pour la souris. Donc une fois, c'est l'homme qui avait pris le pas sur la souris. Alors, maintenant, le blanchissement. Alors, le blanchissement du cheveu, il y a plein d'hypothèses pour le blanchissement du cheveu. La première étant, finalement, la mélanogenèse s'arrête. La deuxième hypothèse, c'était le transfert de mélanosome, du mélanocyte au cortex, ne se faisait plus. Bon, ici, sur ce follicule-là, c'est un follicule bleu, qui fait un cheveu blanc, mais il reste encore 3 mélanocytes à peu près au bon endroit. Eh bien, ces mélanocytes, ils synthétisent de la mélanine, ils expriment les enzymes de la mélanogenèse et ils transfèrent très très bien leur mélanine. Ça veut dire que le blanchissement, c'est pas dû à ça. C'est dû à quoi? C'est dû à ça. C'est-à-dire la disparition progressive au cours du temps des mélanocytes souches du follicule pileux. Ce qui fait que
lorsque le follicule va se régénérer en néogène, il va avoir de moins en moins de mélanocytes à utiliser pour reformer une unité de pigmentation. Ce qui fait que ce processus de régénération de l'unité de pigmentation va diminuer progressivement avec le temps. À partir d'un certain moment, bien qu'il y ait encore des mélanocytes, la quantité de mélanine transmise à la tige biliaire ne sera pas suffisante pour que la tige soit perçue pigmentée. Donc vous aurez un cheveu blanc, quand bien même il y a encore un peu de mélanine et des mélanocytes. Et puis après, vous aurez le cheveu blanc-blanc, comme on dirait Coluche. Blanc-blanc, c'est un cheveu où il n'y a plus du tout de mélanocytes, ni dans le réservoir, ni dans l'unité de pigmentation. Ça, c'est perdu pour la bonne cause. Voilà. Mais les autres, le fait que vous puissiez avoir des follicules avec encore des mélanocytes, mais quand bien même le cheveu perçu blanc, ça explique le fait qu'après certaines chimiothérapies, il y a des cheveux blancs qui repoussent pigmentés. Et pourquoi? Eh bien, c'est que lorsque vous avez une chimio, le cheveu il est au repos. Pas longtemps. Quand on arrête la chimio, ben, le follicule il redémarre, mais il ne sait plus où il est. Et en fait, mon interprétation, c'est que lorsqu'il redémarre, il va faire 1 ou 2 cycles d'amplification supplémentaires pour les mélanocytes souches, ce qui fait que la quantité de mélanocytes sera suffisante pour que une nouvelle pigmentation soit perçue. Mais c'est tellement vrai qu'il fait n'importe quoi, qu'il est perdu, c'est qu'il change de forme aussi, ou d'orientation. Alors, ça c'est la dynamique du blanchissement du cheveu qu'on a décrit en 2004, qui a été confirmée l'année suivante chez la souris. Aussi, on était très contents. Mais alors maintenant, là, la question est de savoir pourquoi ces mélanocytes disparaissent. Alors là, on a fait un petit détour, parce que la science n'est pas toujours absolument linéaire. Parce qu'on travaillait aussi sur la pigmentation et la mélanogénèse. Et vous savez qu'il y a 3 enzymes clés dans la mélanogénèse, la tyrosinase related protein 1 et la tyrosinase related protein 2. Alors, on sait que ces enzymes sont importantes parce que lorsque vous avez une mutation, perte de fonction de la tyrosinase, et là vous avez des albinos. Là c'est clair, c'est important. Chez la souris, lorsque vous avez des mutations sur TRP1, TRP2, il y a des phénotypes. Chez l'homme, ça n'a jamais été prouvé. On n'a jamais trouvé de phénotype associé à des mutations de TRP1 ou TRP2. Mais tyrosinase, oui. Alors on a voulu savoir ce qui se passait. Alors on a voulu regarder l'expression de ces enzymes dans le follicule pileux. D'ailleurs vous avez vu sur une des diapositives précédentes, je vous parlais de tyrosinase plus, tyrosinase moins, TRP1 plus, TRP1 moins. Et ce qu'on a découvert, là aussi je vous la fais courte, on a découvert que dans le follicule pileux, ça c'est totalement inattendu, TRP2 n'est pas exprimé. Il est très bien exprimé dans les mélanocytes cutanés, comme TRP1, comme tyrosinase. Dans les mélanocytes du follicule pileux, que ce soit au niveau du réservoir, c'est clair, c'est pas exprimé, mais au niveau de l'unité de pigmentation, c'est pas exprimé non plus. Alors que TRP1 est massivement exprimé, tyrosinase est massivement exprimé. Et en fait, ce qui nous a troublés, c'est de réaliser que seuls les mélanocytes qui n'expriment pas TRP2 sont les mélanocytes qui disparaissent progressivement avec le temps. Donc on s'est dit, TRP2, il y a peut-être un rôle qui n'a rien à voir avec la mélanogénèse. TRP2 est peut-être là pour protéger le mélanocyte, pour le garder, puisque dans la peau, il est là, et que vous pouvez avoir des vieillards qui ont des cheveux hyper blancs, mais qui bronzent très très bien. Donc là, il y a encore des mélanocytes dans les fibres. En follicule, il n'y en a plus. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des mélanocytes d'un mélanome, qui s'appelle WM35, c'est un vrai mélanocyte, et qui n'exprimait plus tyrosinase, ni TRP1, ni TRP2. Et dans ce mélanocyte, on a réinjecté TRP2, le gène TRP2. Souvent actif. Donc voilà, on voit, ça c'est sauvage, et là c'est une fois qu'on a rajouté le gène. Donc ça marche très bien. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les cellules, ces mélanocytes, qui exprimaient spécifiquement TRP2, devenaient résistants au stress oxydatif. Là, c'est le stress oxydatif avec H2O2. La ligne est sauvage, vous voyez, elle supporte très mal le stress oxydatif, alors que les deux clones, le clone 1 et le clone 2 ici, résistent très bien au stress oxydatif. Lorsque TRP2 est exprimé.
sur ces mêmes cellules, lorsqu'on a éteint TRP2, parce qu'on pouvait c'est un système on-off, elles redevenaient sensibles au stress oxydatif. Alors, une autre façon de visualiser cette résistance au stress oxydatif, vous savez que l'ADN est très sensible au stress oxydatif, parce que ça induit des cassures qu'on voit très très bien par ce genre de test qu'on appelle le test Comet. C'est-à-dire que l'ADN cassé, on peut le faire sortir des noyaux dans un champ électrique, on peut le colorer, donc on voit très très bien l'ADN cassé qui sort du noyau. En présence de TRP2, l'ADN n'est pas cassé. Donc TRP2 protège, a pour fonction non pas d'être impliqué dans la mélanogénèse, mais en fait a un rôle protecteur vis-à-vis du stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est dire H2O2, c'est quoi? C'est l'oxygéné. L'oxygéné, ouais. Et pourquoi on utilise l'oxygéné pour désinfecter? Parce que ça détruit l'ADN des bactéries. Stop et fin. Ah ouais. Voilà. Application pratique. Et ça détruit bien. Hein. Attention, détruit l'ADN de la bactérie. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que une des raisons pour lesquelles les mélanocytes du follicule disparaissent progressivement avec le temps, une des raisons pour lesquelles le cheveu blanchit, c'est parce que le mélanocyte est particulièrement sensible au stress oxydatif dans le follicule. Et puis l'oxygéné blanchit aussi les cheveux. Ouais. Oui. Par quel mécanisme? Ah bah là, en l'occurrence, c'est tout à fait différent parce que c'est un mécanisme qui est directement lié à la destruction du pigment. Voilà. Et quand nous on a publié ça, bon, ça a fait une petite révolution, et depuis il y a un autre groupe, pas concurrent, c'est l'université de Bradford, c'est un bon copain qui travaille là-dessus aussi, et lui il a montré que la catalase, qui est l'enzyme qui dismute justement H2O2, bah, elle disparaît, voire elle est absente dans le mélanocyte, elle disparaît au cours du vieillissement. Et donc, non seulement l'enzyme qui est destinée à dismuter l'oxygéné disparaît, mais en plus, l'enzyme qui serait là pour prendre en charge le stress oxydatif, elle n'est pas exprimée. Donc il y a de bonnes raisons pour que le mélanocyte disparaisse progressivement avec le temps, ce qui explique le blanchissement du cheveu. Alors, évidemment, on est en train de travailler pour trouver une molécule qui mime l'effet de TRP2 qui protégerait le mélanocyte et qui empêcherait le cheveu de blanchir. Je pense qu'on va trouver ça. Je pense que empêcher le blanchissement du cheveu, c'est quelque chose qu'on fera. On partagera le prix Nobel tout de même. Par contre, repigmenter un cheveu, ça va être un tout petit peu plus délicat parce que moi, je me refuse à jouer sur le mélanocyte, enfin sur la prolifération du mélanocyte. C'est trop dangereux. Et donc, je terminerai avec les messages clés de la présentation, en disant que le follicule pileux, c'est un exemple de dialogue épithélio-mésenchymateux. Exemple, matrice et papille dermique. C'est un comportement autonome et stochastique, une organisation concentrique, un paradigme d'homéostasie tissulaire. C'est le seul organe qui dégénère de façon cyclique et se régénère à partir de cellules souches. La structure du cheveu résulte d'un processus de maturation progressive impliquant des kératines et des capes spécifiques qui en fait une structure composite. La forme du cheveu est biologiquement programmée par le bulbe. La frisure résulte d'une perte de symétrie axiale, affectant tous les programmes de différenciation. La couleur du cheveu résulte de l'activité de l'unité de pigmentation. Et le blanchissement du cheveu est dû à la disparition progressive de la population de mélanocytes souches liée à une sensibilité au stress oxydatif. Et merci pour votre attention, étant entendu que tout ce travail a été fait par ces gens avec moi et en collaboration avec l'Université Paris-Sud.